Donc c'est 2 cas cliniques vraiment pour illustrer exactement ce qui vient d'être dit. Alors là, c'était une petite fille de 1 mois qui nous était adressée par un centre hospitalier pour un bilan de cholestase. C'était un 2e enfant, des parents non consanguins, maman française et papa tunisien. Elle était née à terme, sans souci. Elle avait un retard de croissance et un ictère depuis la naissance avec des selles décolorées, des urines foncées. Donc elle a été hospitalisée à Lyon, dans notre unité. Cliniquement, elle n'avait pas d'anomalie cardiaque évidente, elle était toute belle. Une hépatomégalie modérée, un bon état nutritionnel. Et donc en bon pédiatre et pathologue, nous lui avons fait, là je ne vous apprends pas, un bilan de cholestase, où on a retrouvé donc une cholestase à gamma GT normale, avec des acides biliaires très augmentés, à 292 micromoles, des transaminases modérément élevée, une alpha-féto qui n'a pas été faite dès le début, une thrombocytose, pas d'insuffisance hépatocellulaire. Et donc le bilan de cholestase, on a déroulé notre bilan étiologique bien classique, en éliminant bien sûr les causes classiques de cholestase du nourrisson, avec une échographie qui montrait une vésicule qui était de petite taille, une échographie cardiaque qui était normale, un examen ophtalmologique qui était normal, des radios de Vertel normales, un dosage de l'alpha-antitrypsine qui était normal, une chromatographie des acides biliaires urinaires qui était normale. Et donc, logiquement, devant une cholestase à gamma GT normale, une cholestase à gamma GT normale, mais quand même des selles décolorées, on lui a fait donc une biopsie hépatique avec une cholangiographie transvésiculaire pour éliminer l'atrésie. Et la biopsie nous a répondu, il n'y avait pas beaucoup d'espace porte, mais nous a répondu, donc il n'y avait pas d'obstacle, plutôt nous orientait plutôt vers une paucité. Et donc on a fait le bilan de la biologie moléculaire. Donc là, je vous laisse parler. Enfin, oui, enfin là c'était donc... bilan de cholestase à gamma GT normal. C'était il y a quand même quelques années, ça. C'était il y a 2 ans, 3 ans. C'était avant que vous ayez la puce. Là, voilà. On ne faisait que le séquençage Sanger, donc on a commencé par BSEP, voilà. Et puis FIC1 qui n'ont pas montré de mutation délétère. Voilà, c'était avant la puce. Nous avons mis en route un traitement par acide urso, le traitement classique de la cholestase, et puis très rapidement on a introduit la rifadine parce que le prurite est arrivé très précocement, à 3 mois, et elle s'est améliorée sur le plan biologique, avec des acides biliaires qui restaient très élevés, et surtout un prurite qui devenait très invalidant, puisque malgré la rifadine, le questran et l'acide urso, elle restait très très symptomatique, et on a donc introduit dès l'âge de 9 mois la sertraline, et donc devant l'évolution de ce prurite très réfractaire, avec une biologie moléculaire qui ne montrait pas à l'époque d'anomalie, on a décidé de la rebiopsier. Ce qui nous a qui nous a montré une fibrose qui s'aggravait avec une ductopénie relative, et donc on était toujours dans une difficulté diagnostique, et c'est pour ça qu'on travaille bien sûr en étroite collaboration avec vous, Bicêtre. Là, la clinique n'était pas du tout évocatrice, ni la clinique ni la biologie. L'étude avait été réalisée, était négative, et donc là, vous avez donc pu faire voilà, donc on a fait l'analyse par capture ciblée et on a identifié donc 2 variants sur le gène TJP2, donc qui intervient dans les jonctions serrées. Un variant qui entraîne un décalage de lecture à l'état hétérozygote, donc qui est certainement délétère, et un autre variant faux sens dont les analyses in silico conduisent à une conclusion possiblement délétère pour certains, mais bénin pour d'autres, donc ce n'était pas évident d'avoir cette mutation qui pouvait être délétère. On a étudié la répartition de ces mutations en analysant l'ADN des parents, et on a vérifié que chacun des parents était porteur hétérozygote d'une des 2 mutations. Voilà, donc en fait, le gène TJP2, il a été décrit donc comme étant impliqué dans les cholestases à gamma GT normale, donc comme l'a dit Emmanuel, c'est la PFIC4, décrite par Sambrota et al. Et donc c'est une cholestase à gamma GT normale avec une évolution sévère, puisque dans cette étude, 9 sur 12 des patients ont subi une transplantation hépatique, 1 était décédé et seulement 2 avaient une hypertension portale modérée. Alors la protéine TJP2, c'est une protéine des jonctions serrées qui a une répartition ubiquitaire. Donc pourquoi qu'une seule atteinte hépatique? Ces patients développent plutôt une atteinte hépatique. En fait, ils ont montré que du fait de l'absence de TJP2, la claudine 1 avait un immunomarquage qui était absent au pôle
canaliculaire et au niveau des cholangiocytes. Donc l'atteinte hépatique serait due à un défaut de localisation de cette claudine 1. Mais on peut penser qu'il y a aussi des atteintes extra-hépatiques. Et en fait, ce qu'il faudrait rechercher chez ces patients déficitaires maintenant, c'est est-ce qu'il y a des surdités, des atteintes respiratoires, une alopécie. Donc là encore, les renseignements cliniques sont importants et pas simplement les renseignements qui se limitent au niveau hépatique. Pour illustrer ces cas cliniques, on a trouvé intéressant un deuxième cas clinique. Donc c'est un petit garçon qui est né en 2004, donc il y a 12 ans maintenant, qu'on avait eu à Lyon à l'époque à l'âge de 1 mois, donc c'était il y a 12 ans, hein, donc à l'époque on en savait beaucoup moins, pour un bilan de cholestase. Les parents étaient consanguins, la maman était diabétique, enfin elle est toujours diabétique. C'est un prématuré mais avec un poids de naissance confortable et d'emblée une cholestase sévère. Sans prurit, enfin, de toute façon, au départ, ils ne se grattent pas, les enfants, à 1 mois, hein, mais cholestase sévère à 1 mois, gamma GT normal, avec des transaminases relativement augmentées et des acides biliaires qui n'étaient pas très élevés, a priori avant la mise sous acide urso, mais c'est une chose qu'on doit repréciser en discutant. À l'époque, on avait fait donc le bilan de cholestase classique, la chromatographie des acides biliaires urinaires ne montrait pas de déficit de synthèse, la biopsie à 1 mois éliminait l'atrésie, il y avait une fibrose déjà portale importante et l'évolution de cet enfant a été l'aggravation. C'est-à-dire cet enfant vraiment s'est aggravé progressivement avec une alpha-fétoprotéine qui s'est considérablement augmentée au fil du temps, une bilirubine qui restait très élevée, un début d'insuffisance hépatocellulaire avec un TP qui commençait à diminuer, donc il nous a beaucoup inquiétés à l'époque. Et à l'âge de 6 mois, devant l'alpha-féto très augmenté et au scanner des importantes adénopathies, on était même allé jusqu'à la biopsie chirurgicale qui montrait une cirrhose. Et à l'époque, on était resté sans diagnostic. Et finalement, cet enfant a bien évolué sous acide urso. Peut-être que même sans acide urso, il aurait bien évolué. En tout cas, il a bien évolué. C'est-à-dire qu'il s'est mis au bout d'1 an à améliorer sa cholestase. Et maintenant, je le suis 1 fois par an. Il va parfaitement bien en dehors de difficultés, je dirais, d'apprentissage. Il a de grosses difficultés d'apprentissage. Mais il se plaint d'un prurite qui est modéré et jusqu'à présent qui n'était pas gênant. Jusqu'à, je dirais, 6 mois, il n'a pas eu besoin de traitement de prurigineux. Antiprurigineux, un bilan hépatique strictement normal, un fibroscan normal, il a juste cliniquement un gros foie, confirmé à l'écho. Et donc je me suis dit, au vu de l'amélioration des techniques et les progressions de la génétique, ça va être intéressant de reproposer de l'ADN à nos collègues BICET3 et de BICET, pardon. Et donc je vous laisse continuer parce que c'est intéressant. Bon, donc en 2009, ouais, on avait fait le séquençage Sanger de BSEP, donc pas de mutation. Et là, en fait, comme on avait eu un cas avec TJP2, je pense que c'est... J'étais sensibilisée. Voilà, sensibilisée. On a voilà, un nouveau prélèvement parce qu'on s'est dit, peut-être que c'est TJP2. Et sur TJP2, qu'un variant polymorphe qu'on retrouve dans 8% de la population, donc, et puis qui n'est pas délétère, qui est plutôt décrit dans les bases de données comme étant une mutation non pathogène. Et par contre, on a sur le gène AKR1D1 donc, une mutation faux sens homozygote, mais un variant très rare, décrite comme délétère par les analyses in silico. On a les parents, donc on vérifie, sont bien chacun hétérozygotes. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est un déficit de synthèse des acides biliaires ou pas? Donc, on revient sur le bilan biologique. Est-ce que les acides biliaires sériques qu'on avait eus au tout début, est-ce qu'ils s'étaient vraiment faits avant la mise sous acide urso ou pas? Est-ce qu'il y a eu un prurite à un moment donné ou pas? Et donc, voilà. Donc là, on en est là. Et là, on s'est dit, pour vérifier tout ça, en fait, il faut arrêter le traitement par l'acide urso-désoxycholique pendant 15 jours et redemander une analyse des acides biliaires urinaires. Parce que cette analyse, bon, j'avais demandé à Admira, mais qui avait changé d'informatique entre-temps, et elle ne l'avait pas retrouvée. Donc, le déficit en AKR1DA va donc bloquer la synthèse des acides biliaires, et en amont vont s'accumuler les oxoacides biliaires, qui vont produire des allo-acides biliaires également, qui sont toxiques pour le foie, d'où cette évolution cirrhogène. Et les acides biliaires normaux ne sont plus produits et ne peuvent plus réguler
par un feedback négatif la synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol, et donc il y a de plus en plus production d'oxoacide biliaire et d'alloacide biliaire toxiques. Alors normalement, quand on identifie ce diagnostic, on donne de l'acide cholique qui va permettre d'assurer ce feedback négatif et donc d'éviter la production de ces oxoacides biliaires. Mais là, on administre de l'acide urso-désoxycholique qui a priori, mais bon là maintenant, n'est pas aussi efficace dans le feedback négatif sur la synthèse des acides biliaires. Alors, donc on a reçu récemment l'analyse des acides biliaires urinaires après avoir arrêté 15 jours chez cet enfant le traitement. Et donc, on voit qu'il ne produit pas du tout d'acide biliaire primaire, acide cholique et kénodésoxycholique qui sont à 0. On a un peu d'acide désoxycholique et là, on ne comprend pas bien pourquoi. Et par contre, elle a aussi noté la présence des alloacides biliaires et d'oxoacides biliaires, mais à 48%. Les oxoacides biliaires sont à 48%. Et en fait, pour pouvoir parler d'un vrai déficit primaire en AKR1D1, on devrait avoir plus de 70% d'oxoacides biliaires dans les urines. Donc là, en fait, maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à identifier, c'est est-ce que c'est un déficit primaire ou un déficit secondaire à une autre maladie cholestatique. Et alors, bon, ce qui est dommage, c'est que les acides biliaires sériques, là, n'ont pas été faits en même temps, au moment de l'arrêt du traitement, mais bon, ça va pouvoir être fait pour vraiment, parce que c'est ce qui va permettre de dire, enfin, le fait de ne pas avoir d'acide cholique et kénodésoxycholique dans les urines,